Bonsoir, dans moins d'un mois, le 12 juin aura lieu le premier tour des élections législatives et France 3 Normandie et France Bleu s'associent pour vous proposer une série de débats sur les enjeux de ce scrutin en Normandie. Bonsoir Philippe. Bonsoir Franck, bonsoir à tous. Focus ce soir sur le Calvados et nous avons choisi la troisième circonscription du département, celle de Lisieux-Falaise. Elle compte plus de 106 000 habitants. C'est une circonscription qui a placé en tête Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, devant Emmanuel Macron. Un écart extrêmement faible, toutefois, 26 voix seulement d'avance pour la candidate du Rassemblement national sur plus de 55 000 bulletins. À noter également que le RN est devant dans 68 des 131 communes de ce secteur. Philippe, c'est une circonscription dans laquelle beaucoup de Normands pourraient se reconnaître. Oui, que ce soit effectivement au niveau de l'emploi, Franck, des transports, de la santé. On est ici un peu à la croisée de tous les chemins. Rappelons que Lisieux est au cœur de la Normandie avec un vote des villes. Falaise et Lisieux ont placé Emmanuel Macron en tête et un vote des champs dominé par Marine Le Pen. Alors comment l'interpréter? Y a-t-il un sentiment de relégation pour une partie de la population? C'est le thème de notre émission ce soir. Plus largement, que peut faire le futur député de cette circonscription pour lutter contre ce sentiment d'abandon? Ce sont les questions que nous allons poser aux candidats, Franck. Des candidats qui sont avec nous sur ce plateau. Nathalie Porte, bonsoir, vous êtes députée sortante, vous vous présentez sous l'étiquette Les Républicains, vous avez 49 ans et vous travaillez dans l'audiovisuel. Bonsoir, tout à fait. Avec nous également Jérémy Patrier-Létus, vous êtes candidat de la majorité présidentielle, soutenu par Horizon, parti d'Édouard Philippe. Vous avez 33 ans et vous êtes chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Martine Villemay, bonsoir. Vous êtes candidate du Rassemblement national, vous êtes assistante médicale, vous avez 62 ans. Bonsoir, tout à fait. Autour de la table également, Didier Canu, vous êtes membre de la France Insoumise, soutenu par la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUP. Vous avez 61 ans, vous êtes enseignant à la retraite. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les quatre. Vous laisserez votre place tout à l'heure à trois autres candidats engagés dans cette course aux législatives. Édouard Fauvage pour le parti Reconquête, Steven Mafiodo pour Debout la France et Michel Langevin, candidat de Lutte ouvrière. Mais d'abord, on va faire un rapide tour de table pour mieux vous connaître et connaître votre engagement. Nathalie Porte, vous êtes députée de cette troisième circonscription depuis 2 ans. On va expliquer simplement. Vous étiez la suppléante de Sébastien Leclerc, élu en 2017, qui a laissé sa place parce qu'il a été élu en 2020 maire de Lisieux. Avec la loi sur le cumul des mandats, il ne pouvait pas rester donc député. Après 2 ans justement de mandat, est-ce que vous avez ce même ressenti de relégation de la population dans cette circonscription qui explique, comme on l'a vu, les scores du Rassemblement national? Alors tout à fait. Après à peine 2 ans de mandat, puisque j'ai 18 mois exactement, le ressenti vraiment du territoire, le message que l'on m'a fait passer pendant cette année et demie, c'est écoutez-moi, écoutez-nous et aidez-nous. En résumé, c'est le résumé que je peux faire de ces 1 an et demi sans rentrer dans les détails. Une question également pour vous, Jérémy Patrier-Létus. Vous êtes le candidat, on le disait, d'Horizon. Je le disais, vous êtes soutenu par la majorité présidentielle. Vous êtes chargé de la conservation, j'en parlais à l'instant, et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Est-ce que ça veut dire, pour poser la question simplement, que vous serez plus un député des villes qu'un député des champs, voire un député hors sol? Non, je crois que je serai un député du terrain. Vous savez, il y a 71% des habitants de la 3e circonscription qui habitent dans une commune rurale. Et je crois qu'on ne peut pas opposer les 20 000 habitants de Lisieux et les 48 habitants de Rapilly. On a une majorité des habitants de cette circonscription qui habitent dans une commune rurale. Ils n'ont pas les mêmes défis, ils n'ont pas les mêmes problématiques, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ils me l'ont dit depuis des semaines. Je suis allé visiter, rencontrer les 131 communes de cette circonscription. Je l'ai sillonné. Et vous, où habitez-vous? À Lisieux. Mais ça n'empêche pas, si vous voulez, on peut habiter en ville et s'intéresser aux communes rurales, s'intéresser à notre territoire. Et moi, j'ai envie d'être un député qui réconcilie justement, car notre circonscription, c'est un miroir de la France, vous l'avez dit, de ses difficultés et de ses richesses.
Martine Villemay, vous êtes la candidate du Rassemblement national. C'est la première fois que vous vous présentez à une telle élection sur votre nom. Le RN qui est arrivé en tête dans cette circonscription à la présidentielle. Est-ce que clairement, vous dites ce soir que c'est une circonscription gagnable? Est-ce que vous imaginez député là à partir du 19 juin prochain? Tout à fait. Elle est gagnable et j'espère bien la gagner. Si je me présente, d'abord j'ai eu l'honneur d'être investie par le Rassemblement national. Le rôle d'un député, c'est certes siéger à l'Assemblée nationale pour voter des lois, mais c'est aussi être sur le terrain, au plus près des habitants, au plus près des élus, travailler avec les élus et recevoir aussi les habitants à ma permanence, les écouter et pourquoi pas organiser. Enfin, moi, c'est ce que je désire, c'est ce que je voudrais faire, organiser des réunions afin qu'ils me soumettent leurs doléances pour éventuellement faire des lois, des projets de loi. Alors, on va en parler tout à l'heure, justement. Didier Canu, vous défendez, on l'a dit, les couleurs de la gauche ou la bannière de l'Union populaire écologique et sociale. Vous étiez déjà candidat, la France Insoumise, en 2017. À l'époque, vous aviez obtenu 8% des voix. La donne a changé maintenant avec cette union de la gauche. Vous, élu demain, que faites-vous pour répondre aux attentes de ceux qui, a priori, se sentent oubliés ? Déjà, une première chose, quand on voit dans nos campagnes et tout, il y a eu la disparition des services publics. Et dans nos petites communes, les gens en souffrent énormément parce qu'il y a un éloignement. Il suffit de regarder aussi ce qui s'est passé au niveau des écoles. Donc, redéployer des services publics sera une des priorités déjà pour lutter contre cette sensation d'isolement qu'il peut y avoir dans les campagnes. Alors nous sommes dans une circonscription où 83% des habitants utilisent leur voiture pour aller au travail et 69% se déplacent dans une autre commune pour aller travailler également. Quand on connaît le prix de l'essence, c'est un budget conséquent à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner du pouvoir d'achat? C'est un thème, on le sait, depuis cette campagne présidentielle qui est une priorité pour les Français. Jérémy Patrier-Létus, Emmanuel Macron a promis une loi sur le pouvoir d'achat, justement. Est-ce qu'il faut bloquer très concrètement les prix de l'essence? Ils sont bloqués. Aujourd'hui, il y a un bouclier tarifaire. C'est d'ailleurs ce qui nous Cette semaine, ça augmente. C'est ce qui nous différencie du Rassemblement national qui propose de baisser la TVA. Mais baisser la TVA, ça profite à tous les Français, à des gens comme moi qui n'ont pas besoin de voir leur facture d'essence réduite. Nous, ce qu'on propose, c'est de cibler les mesures de pouvoir d'achat, de redonner du pouvoir d'achat à ceux qui en ont besoin. Si vous me permettez, je citerai juste 4 mesures que je prendrai dès demain et que je voterai. Alors, rapidement, parce mais on va laisser du temps de parole également aux autres candidats. Rapidement. Mais la première chose qu'on va faire, c'est indexer les retraites sur l'inflation. Très concrètement, en juillet, la première loi qu'on votera, si je suis élu député, c'est de voter la loi qui permettra aux retraités de voir leur retraite augmenter parce qu'elles seront indexées sur l'inflation. Là, on était parti sur le prix de l'essence, en tout cas. Oui, mais l'essence, il faut la payer, il faut avoir du pouvoir d'achat. Et pour avoir du pouvoir d'achat, il faut prendre en place des mesures fortes qui vont aux salariés, qui vont aux indépendants, qui vont aux retraités. On a parlé d'essence, on va continuer notre tour de table. Avec vous, Martine Villemay, justement, vous dites, moi aussi, j'ai une voiture, je vis en zone rurale, vous nous l'avez dit, et ça me coûte trop cher. Mais qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, est-ce que vous, député demain, vous prolongez la remise de 18 centimes? Est-ce que c'est votre souhait par litre d'essence mis en place par le gouvernement jusqu'au 31 juillet? On votera, nous on est pour la baisse de la TVA de 20% à 5,5 sur les produits énergétiques, donc le gaz, l'électricité, le fuel, enfin le gasoil. Le problème, c'est l'énergie en général. La baisse de 20% à 5,5 sur tous les produits d'énergie et la baisse de mettre à 0% pour les produits de première, les 100 premiers produits de première nécessité. Qu'est-ce qu'on fait pour les gros rouleurs aussi? On pense aux infirmières libérales, on pense aux aides à domicile. Est-ce qu'il faut une aide spécifique aussi pour ces personnes-là? On peut toujours, oui, c'est toujours envisageable. On peut toujours envisager une aide, bien sûr, oui. Didier Canu, Jean-Luc Mélenchon a proposé durant sa campagne présidentielle de passer le litre d'essence à 1,40 €. Ça risque de coûter très cher à l'État. Mais je dirais que le prix de l'essence, c'est l'arbre qui cache la forêt, quelque part. Oui, puis, dans ce que Philippe vous dites, parlait des prix des énergies. Oui. Dans ce que vous dites qu'on va le repasser à 1,40, bien sûr. Il ne faut pas oublier que l'État touche beaucoup de taxes, justement, sur
sur le prix de l'essence. Et quand il était monté à 2 euros, on a un différentiel de 60 centimes. Il est même monté plus haut. Donc ça fait beaucoup plus de taxes qui sont entrées dans les caisses de l'État, alors que le budget avait été établi sur un prix du carburant à 1,40. Donc il y a eu beaucoup plus de taxes qui sont rentrées. Donc en redistribuant ces taxes au niveau du prix de l'essence, on peut maintenir le prix à 1,40. Et on a beaucoup de ménages qui arrivent difficilement à boucler leur fin de mois parce qu'il faut payer sa facture de gaz, sa facture d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce que vous attendez justement du président de la République qui propose de faire une loi sur le pouvoir d'achat? Nous, ce que l'on propose déjà en premier lieu, c'est d'augmenter le SMIC et de le monter à 1 500 € et de mettre en relation par rapport à toutes les personnes et tout, qu'il n'y ait plus de personnes sous le seuil de pauvreté en France, donc au niveau des aides et tout, de faire en sorte que tout le monde puisse déjà vivre beaucoup plus facilement. On va revenir tout à l'heure au pouvoir d'achat. Nathalie Porte, une question également pour vous. L'énergie, on l'a dit, c'est le carburant. On l'a évoqué également avec Martine Villemay. C'est aussi le coût de l'énergie plus largement avec les logements, pas toujours bien isolés en plus parfois ces logements. Vous, que défendrez-vous demain à l'Assemblée nationale? Qu'êtes-vous prêt à voter pour que le coût des transports ou du chauffage, par exemple, ne soit plus un problème pour les citoyens de votre circonscription? Alors déjà, ce qu'il faut faire, ce qui se passe aujourd'hui, ce sont vraiment des choix du gouvernement au niveau fiscalité. Quand je fais un petit récapitulatif de ce qui se passait en 2008, aujourd'hui le baril de pétrole est à 110 $. En 2008, il était à 140 $, mais comme la fiscalité était beaucoup plus basse, le prix à la pompe était moins élevé. Ce qu'il faut, c'est que cette fiscalité supplémentaire soit rendue aux Français, déjà première chose. Et il faut bloquer, il faut arriver à ce que le prix du litre soit à 1,50 € et bloquer les énergies, continuer à bloquer en fait le prix de l'électricité et du gaz. Mais est-ce qu'il faut donner des primes, des aides justement aux ménages pour qu'ils puissent aller travailler, mettre de l'essence dans le véhicule tous les matins? Je ne suis pas la fameuse prime énergie, est-ce que c'est une solution? Qu'est-ce que vous attendez là? Non, ce qu'il faut, c'est au niveau des taxes, déjà supprimer les taxes sur les taxes qui ont été ajoutées et tout le surplus le reverser à nos concitoyens. Et faire un blocage de prix qui est déjà en cours, effectivement, mais continuer à bloquer nos prix au niveau de l'électricité et du gaz. On se souvient que ces prix de l'essence ont fait réagir, ont lancé le mouvement des Gilets jaunes. Vous étiez suppléant durant ce mouvement, vous êtes maintenant député depuis 1 an et demi. Est-ce que vous avez le sentiment que cette colère a été entendue, notamment par Sébastien Leclerc avant vous, par vous-même? Vous êtes allé les rencontrer sur les ronds-points, vous avez pris contact avec eux. Qu'est-ce que vous retenez finalement de cette colère qui s'est exprimée assez fortement, notamment à Lisieux? Alors, ce que je retiens de cette colère aujourd'hui, c'est qu'on a une situation qui est encore plus grave. Et je m'étonne de ne pas avoir un mouvement comme nous avons eu en 2018. Soit il est caché en quelque part, mais en 2018, on avait juste quelques centimes d'augmentation et le mouvement des Gilets jaunes est né. Aujourd'hui, la situation est quand même vraiment très dramatique. Elle impacte fortement notre ruralité et on n'a pas suffisamment entendu et suffisamment écouté les représentants des Gilets jaunes. Mais cette colère, elle est toujours là, c'est ce que vous nous dites. Cette colère, pour moi, elle est toujours là. Alors, quand on parle de pouvoir d'achat, de niveau de vie, et particulièrement dans votre circonscription, on va voir un chiffre, c'est celui de l'INSEE qui montre que plus de 45% de la population de Lisieux-Falaise sont des familles pauvres ou modestes. C'est 5 points de plus que la moyenne nationale. On a des quartiers comme celui que vous connaissez certainement bien, à Hauteville, à Lisieux, où le revenu moyen annuel est de moins de 15 000 € par an. Là, qu'est-ce qu'on fait aussi justement pour redonner un peu d'air et de meilleurs salaires à ces familles? Nous, par exemple, on propose déjà de bloquer les prix des produits de première nécessité, qui vraiment, face à cette urgence sociale, et puis toute l'inflation et tout, ces familles-là ne peuvent plus s'en sortir. Donc ça, c'est une première mesure que l'on prendra lorsque nous serons amenés à gouverner. Redonner du pouvoir d'achat, ça passe par quoi? Est-ce qu'il fallait une loi absolument? Et est-ce qu'on peut obliger les entreprises justement à donner quand on voit ces salaires dans cette circonscription, notamment sur ces quartiers populaires de Hauteville, est-ce que ça passe obligatoirement par le salaire? Et est-ce que les entreprises simplement vont suivre? C'est ce qui nous différencie avec le Rassemblement national. Marine Le Pen a proposé pendant la présidentielle d'augmenter les salaires de 10%. Oui. Mais c'est pas Marine Le Pen qui fait les fiches de paye, madame, c'est les employeurs et les entreprises. Donc nous, on propose plusieurs mesures. Et si vous me permettez, je vais être rapide. On propose une prime pouvoir d'achat jusqu'à 6 000 €, sans impôt, sans charge. C'est concret. Ça veut dire qu'une entreprise, elle peut donner à ses salariés 6 000 € de pouvoir d'achat en plus
par an. On propose d'augmenter les minimums retraites, passer de 980 à 1100 euros. C'est un effort important de la nation, mais je crois qu'on doit ça à nos aînés. On propose de baisser les charges des indépendants, qui payent énormément de charges. Madame Porte l'a dit. Et puis, on souhaite soutenir nos entreprises. On a baissé l'impôt sur les sociétés, qui est passé de 33 à 25. Et on souhaite aujourd'hui baisser les impôts de production. Donc, c'est un choc de pouvoir d'achat. Mais pourquoi ça n'a pas été fait jusque-là? Il y a des mesures qui ont été faites. On a baissé l'impôt sur les sociétés. On a baissé l'impôt des premières tranches. Les téléspectateurs qui nous écoutent savent, pour ceux qui payent peu d'impôts, qui sont dans les petites tranches, qu'ils ont payé moins d'impôts. La taxe d'habitation supprimée, c'est 1 400 € en moyenne par an pour les ménages. On veut aller plus loin. On va supprimer la redevance audiovisuelle, oui, mais on va supprimer des impôts. Ceux qui sont dans la grande difficulté ne payent pas d'impôts. Donc que vous ayez baissé les impôts, pour eux, ça ne change pas la situation. Mais ces gens-là, Monsieur Cagneux, on leur a donné de l'emploi. Ce qui est la solution à la pauvreté, la première solution à la pauvreté et pour donner du pouvoir d'achat, c'est le travail. On a aujourd'hui, et c'est peut-être pas encore assez, mais le taux de chômage le plus faible depuis 2008, et le taux de chômage le plus faible depuis 1992. On a un taux de chômage, justement, dans votre circonscription, qui est de 6,2%. C'est en dessous de la moyenne nationale, mais il y a un problème, en fait, évident dans ce secteur, c'est qu'on a les pires difficultés pour trouver de la main-d'œuvre, et notamment de la main-d'œuvre qualifiée. Les jeunes diplômés ne viennent pas ou ne restent pas dans cette circonscription. Qu'est-ce qu'on fait, Martine Villemay, pour les garder? C'est normal qu'ils ne restent pas, puisque les salaires sont beaucoup plus attractifs en métropole que dans nos campagnes, que dans la ruralité. Donc ils vont... Et en plus, ce sont les jeunes diplômés, ils s'en vont parce qu'ils ont besoin, en plus de leur activité salariale, ils ont besoin aussi d'activités loisirs. C'est important. Donc, Bien sûr, notamment sur les salaires. On vous disait tout à l'heure, c'est pas Marine Le Pen qui va augmenter de 10% les salaires. C'est pas elle qui décide, c'est les entreprises. On peut les inciter, mais c'est pas le gouvernement qui va imposer. C'est aux sociétés, c'est aux entreprises. Bien évidemment, on veut permettre aux entreprises une hausse de salaire de 10% jusqu'à 3 SMIC en exonérant cette augmentation de cotisation patronale. C'est tout à fait possible. Il suffit simplement de négocier. C'est à négocier avec les patrons, c'est tout. On va revenir sur l'attractivité, parce que c'est intéressant ce que vous dites. L'attractivité de cette circonscription qui a perdu à peu près 4000 habitants en 10 ans. La ville de Lisieux en a perdu même davantage sur les 10 dernières années. On a eu par le passé, on le sait, de grandes entreprises, de grandes industries sur Lisieux, Plisorol, Vondaire. On a eu Moulinex à Falaise également. Et on a le sentiment qu'on a du mal à faire venir justement ces grandes sociétés, qu'on n'arrive plus à faire venir des industries. Qu'est-ce qu'on fait, Nathalie Porte, justement? Alors déjà, il va peut-être falloir commencer à libérer la facilité d'accès au terrain. La dernière loi, justement, qui a été votée concernant la loi climat, on se retrouve... Alors, des villes comme Lisieux est fortement impactée. Et en fait, toutes nos communes rurales sont impactées. On n'a plus la possibilité de pouvoir construire pour un particulier, parce qu'il n'y a plus de terrain. Et une entreprise, elle rencontre la même chose. Je discutais hier avec une entreprise de transport lexovien qui souhaite s'implanter à Lisieux, s'agrandir sur Lisieux, et qui aujourd'hui, en fait, on le pousse vers les métropoles. Parce que les choix politiques qui ont été faits par le gouvernement, c'est de faciliter les accès aux métropoles. Par contre, la ruralité, on l'a laissé de côté. Mais c'est un problème quoi? C'est un problème d'accès routier. Alors on a souvent dit que cette circonscription effectivement était enclavée, qu'il fallait sortir de la 13 et puis faire un bout national pour aller jusqu'à Lisieux et trouver ces grandes entreprises. Ça passe justement par de nouvelles routes, de nouveaux accès. Et que peut faire un député justement, Jérémy Patriélétus? C'est important. Merci de la question, parce que c'est important de rappeler qu'un député, c'est pas un maire, un député, c'est pas un ministre, un député, c'est pas un président de région. Un député, il doit fédérer, il doit rassembler les bonnes volontés, travailler avec les collectivités locales. Donc il faut être constructif, il faut travailler avec l'État. Et c'est ce qui nous oppose avec Madame Porte, c'est que Madame Porte, je le dis, vous êtes opposé à quasiment tout ce que le gouvernement a fait. Il y a plus de 203 projets de loi qui ont été votés pendant votre mandature. Vous êtes abstenu sur 150 et vous avez voté contre les autres. Il faut être honnête avec les gens qui nous écoutent. On n'y arrivera pas dans ce territoire. Le gouvernement a voté contre aussi mes amendements qui pouvaient faire avancer certaines choses. Mais on n'y arrivera pas. On va dans les deux sens. À quel point vous pensez, par exemple, Nathalie Porte?
Concernant les amendements, concernant vos amendements? alors ça n'a pas de lien avec le côté économique, mais sur le texte de loi concernant le harcèlement scolaire, faisant partie d'une collectivité, en étant élu d'une collectivité, j'ai demandé à ce que nos personnels de collectivité soient aussi intégrés dans les systèmes de formation qui sont proposés pour le personnel d'éducation nationale. Ça m'a été totalement refusé, alors que sincèrement... Mais vous n'avez pas voté la loi. C'était tout Mais à il fait faut le dire. logique. Mais Ah si, la loi, je l'ai votée. Didier Cagnon, on voudrait vous entendre Sur l'harcèlement également. scolaire, je l'ai votée. Sur ces points. On ne vous mettra pas d'accord. On a bien compris qu'on ne vous mettrait pas d'accord, Non. en tout cas là-dessus. Didier Cagnon, qu'est-ce qu'on fait justement en matière d'attractivité? Si vous, demain, vous êtes député, vous êtes élu, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette circonscription? En matière d'attractivité, par exemple, on a toute la transition écologique qui sera créatrice d'emplois, de nouveaux emplois, de nouveaux domaines. Et donc, on compte bien se développer. Mais vous comprenez que, alors ça a été dit sur le plateau, qu'une circonscription comme la vôtre, et notamment une ville comme Lisieux, une ville comme Falaise, est en concurrence directe avec des bassins de population comme la ville de Caen. Il faut avoir un plus, il faut avoir une qualité de vie, il faut avoir un environnement, il faut avoir du travail pour le conjoint, il faut avoir des crèches pour les enfants. On a tout à si revoir. vous êtes député, vous défendrez tout ça pour eux? On a tout à revoir, ne serait-ce que si, par exemple, on a évoqué les transports tout à l'heure. Par exemple, pour désenclaver, on a aussi le ferroviaire. Nous avons le ferroviaire et tout qui est là et qui, malheureusement, ces derniers temps, a été un peu mis de côté avec des fermetures de gares, avec des lignes en moins. Donc, on peut essayer de développer aussi tous ces transports. Et en maintenant justement des petites gares, des guichets en milieu rural, vous pensez que ça va faire revenir les gens dans Tout à cette fait, puisque circonscription? les gens de nos campagnes sont obligés de se déplacer pour aller chercher leur emploi dans les grandes métropoles et notamment dans l'agglomération caennaise. Ils sont obligés de se rapprocher. Donc, il est très important justement de faire en sorte que ces personnes puissent déjà dans un premier temps aller travailler. Et ensuite, ce qu'il faudra faire en sorte, c'est d'essayer de créer des emplois, justement, redynamiser notre secteur. Et c'est parfois aussi la double peine, puisque les gens parfois sont allés vivre en campagne parce que le prix de l'immobilier était trop élevé en ville, et aujourd'hui se retrouvent à payer cher le prix du carburant. D'ailleurs, plus on s'éloigne de Lisieux et de Falaise, et que l'on va dans notre réalité, et plus on trouve des personnes qui sont dans des conditions très précaires et dans des logements aussi très précaires. Ils sont venus s'installer, ils ont trouvé ça très bien au départ, ils étaient là avec des jardins et tout, mais malheureusement, les contraintes de déplacement de l'emploi et tout font que maintenant, ce sont des familles qui sont complètement isolées, repliées sur elles-mêmes. Martine Villemay, vous habitez une commune de 800 habitants. C'est ça. Est-ce qu'on proposait de maintenir les petites gares, de maintenir ces guichets, ces services ferroviaires là, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous? Je pense que ça ne changerait pas grand-chose, sincèrement. C'est pas une priorité alors pour vous? Non, c'est pas une priorité, mais il faut savoir que ça pénalise quand même les personnes qui... Parce que pour aller chercher, les pénalise sur leur pouvoir d'achat. Pour aller chercher un billet de train, il faut faire... par exemple, moi, je prends mon exemple. Là. J'habite à Sainte-Marguerite-d'Elle. La gare la plus proche, c'est Lison. Il faut aller à Saint-Lô pour aller chercher un billet de train. Donc, ça fait 30 km aller-retour. Donc, c'est un coût. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses, voilà. Vous mettrez ça en tête des priorités si vous êtes élu demain député, là, défendre les petites gares pour les communes Non, pas spécialement, non. Si je suis élu député, je pense... Ça serait quoi votre priorité? Ma priorité, c'est de défendre le pouvoir d'achat oui, c'est voilà, de défendre le pouvoir d'achat, oui. Comment travailler dans la circonscription, comment se déplacer, comment également se soigner. L'été dernier, on va simplement le rappeler, les services des urgences des hôpitaux de Lisieux et de Falaise ont dû fermer partiellement. Alors, c'était pas spectaculaire, c'était 1 ou 2 journées comme ça par semaine, mais malgré tout, il y a une fatigue des personnels, on a des services qui sont en souffrance. Est-ce que demain, si vous êtes élu député de cette circonscription, vous vous engagez à maintenir les hôpitaux et maintenir les services, Lisieux, Falaise par exemple? Nathalie Porte. Alors je m'y engage totalement, parce que c'est déjà une chose que je fais depuis que j'ai pris la suite de Sébastien Leclerc. C'est déjà une dynamique qu'il avait lors de son mandat. Il nous faut absolument nous battre pour conserver nos hôpitaux. Alors,
beaucoup de choses ont été engagées parce qu'en fait, vous avez un lien direct entre la médecine de ville qui se porte mal, le manque de médecins généralistes, le manque de spécialistes. Et comme nos concitoyens ne trouvent pas, ils vont automatiquement à l'hôpital. On a un lien flagrant. Alors, beaucoup de choses ont été faites. On a eu la création de pôles de santé libéraux. Le premier était à Orbec en 2009. Vous avez le développement de la télémédecine, qui n'est pas une solution à tout, mais qui aide quand même sur Livaro. Et à Lisieux, quand même, un centre de santé avec des médecins salariés. Donc, il faut réfléchir intelligemment à Nathalie ce que l'on Porte, peut proposer. sur ce point, et je vous pose la question à tous. Demain, député, est-ce que vous faites voter une loi pour dire aux médecins, voilà, vous venez d'avoir votre diplôme, il faut aller bosser à tel endroit, parce qu'on n'a pas de médecin généraliste. Didier Canu, vous êtes favorable ou pas? Nous, ce que l'on propose, c'est justement d'accompagner certains jeunes qui veulent entreprendre des études de médecine et en contrepartie, lorsqu'on les accompagne, de venir s'installer un certain nombre d'années dans le secteur. Martine Villemay, vous y êtes favorable? Est-ce qu'il faut dire aux futurs étudiants, eh bien, vous allez donner quelques années de votre vie, ça se fait ailleurs, au Québec notamment, est-ce qu'il faut dire à de futurs médecins, il va falloir aller travailler 3 ans ici, 4 ans ici, parce qu'on n'a personne? Il faut les insister, il faut les inciter, à venir s'installer dans nos campagnes, oui. Il faut... Inciter, mais pas contraindre. Pas contraindre, inciter. La liberté d'installation des médecins, quand même, pose un sujet aujourd'hui. Moi, ce que je vais proposer, c'est de ne plus conventionner les médecins qui vont s'installer en zone déjà surdotée. Jérémy Patrier, sur ce point? Moi, je pense qu'il faut effectivement inciter les médecins à venir dans notre territoire. On mettra tout l'argent qu'on veut à l'hôpital de Lisieux et de Falaise, et l'État a pris sa part. Je le rappelle quand même, 35 millions d'euros. Et la région. Inciter, c'est pas contraindre. Non, mais pour répondre à la question, c'est est-ce qu'il faut contraindre? Il faut inciter. La région Normandie aussi a abondé du même montant. Mais là, c'est pour la partie technique. Mais on est d'accord, l'État, les collectivités locales doivent travailler ensemble pour attirer des médecins. L'argent ne suffira pas, il faut donner envie à nos médecins de venir travailler dans nos campagnes. Et les familles. On a des déserts médicaux, et pour ça, il faut travailler sur les logements. Il faut travailler sur l'offre culturelle, il faut travailler sur l'attractivité de nos territoires. Il faut donner envie je disais tout à l'heure de venir dans nos territoires. Mais il y a des sujets sur lesquels on peut être d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sur lesquels, et heureusement, la santé peut nous réunir. Culturelle, c'est important. Il faut faire davantage confiance aux collectivités. Il faut davantage décentraliser. Oui, mais il faut aussi faire très attention. Par exemple, quand il faut les aider. Il faut les aider à venir. Il faut les. Chacun son tour. Ce que vient de dire mon voisin là tout de suite, il suffit de regarder la particularité de l'hôpital de Lisieux. On avait une cardiologue en ville qui exerçait à l'hôpital, qui a pris sa retraite malheureusement. L'hôpital avait décidé de former 2 jeunes cardiologues, et puis à l'issue de cette formation, les 2 jeunes cardiologues sont partis. Tout ce que je vous disais tout à l'heure, la nécessité d'avoir un engagement. Est-ce que demain, vous dites justement à ces habitants, moi je m'engage à ce qu'il y ait un service hospitalier à moins de 30 minutes, Bien sûr. de chez Tout à fait, c'est une grande nécessité, c'est évident. Mais il n'y a pas que le service hospitalier. Et bien sûr, tous les médecins de tous les services et les médecins de proximité. Par exemple, on a parlé tout à l'heure, Madame Porte a parlé du centre de santé, du pôle santé qui a été créé à l'espace Victor Hugo, et avec des médecins salariés. Bon, étant donné qu'il y a beaucoup de médecins maintenant qui travaillent à temps partiel, je pense qu'il y a énormément de praticiens qui seraient d'accord pour s'investir dans ce domaine. Et on peut. Est-ce que c'est aux communes aussi de prendre leur part du gâteau en finançant les médecins? On parle d'emploi salarié, ça ne doit pas revenir uniquement à l'État, cette gestion, et à la caisse primaire d'assurance maladie. Ça doit aussi être de la charge des collectivités. Avant d'envisager de demander aux communes autre chose et tout, je pense que les communes déjà elles ont d'énormément de difficultés et elles vivent déjà très mal. Là, par exemple, les communautés d'agglo et tout, et elles le subissent, elles ont des tout petits budgets. Et donc, je pense qu'il y a déjà d'autres priorités à donner. Le médecin salarié, c'est pas la solution, c'est ce que vous dites. Il faut d'abord que les communes aient un pouvoir renforcé et des moyens qui les dotent pour pouvoir... Oui. Sur ce sujet, Didier Canu de l'hôpital, il y a un projet de restructuration de l'hôpital de Lisieux. On en parle, 175 millions d'euros pour un établissement qui en a bien besoin. Il date de 1971. Alors, je vais poser la question un peu brutalement. Mais pourquoi rénover quand on manque de médecins et d'infirmiers notamment? Est-ce que, par exemple, il va falloir aussi attirer des gens à l'hôpital? C'est compliqué, on manque de médecins. On parlait de fermeture des urgences. C'est compliqué de trouver des infirmières, des infirmiers, des aides-soignantes, etc. Est-ce qu'il faut revoir les salaires? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est bien de rénover l'hôpital et tant mieux, mais il faut trouver du monde. Il faut du personnel, tout à fait. Mais ce n'est pas une question de salaire quand vous en discutez avec les soignants. Ça l'est aussi. Ça l'est aussi. On en a parlé avec le Covid. Ce n'est pas qu'une question de salaire. Mais justement, ce n'était pas la réponse à tout. C'est aussi une qualité de travail.
et aujourd'hui n'ont plus la qualité de travail. Ils ne peuvent plus faire leur travail correctement. À partir du moment où ils ont des RTT, pourquoi est-ce qu'on vient les chercher? Parce qu'ils sont en RTT. Enfin, on a un système sur les soignants qui ne serait absolument pas tolérable dans le domaine privé, par exemple. Voilà, alors tout ce qui est engagé par l'État, l'effort est conséquent. La région Normandie s'est associée. Est-ce que vous voulez dire en fait, budget-là. c'est pas tolérable parce que dans le privé ça se passerait pas comme ça? Ben non, on ne viendrait pas vous appeler, mais c'est bon, t'arrêtes tes vacances et puis tu viens au travail. Alors je sais qu'on ne peut pas Mais c'est un vrai casse-tête parce qu'à l'hôpital de Falaise l'été dernier, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais Pourquoi tout à le fait. service Et à des l'hôpital de urgences Lisieux aussi, les deux hôpitaux sont concernés. a fermé, c'est parce que on pouvait pas remplir les plannings. On n'avait pas le personnel, même si on faisait venir des médecins de l'extérieur. Et justement, on avait deux C'était choses. pas C'est possible. que, étant donné qu'on avait eu la période Covid en 2020, les médecins étrangers qui étaient là justement pour aider dans ces périodes-là, mais sont partis chez eux. Puisque pendant la période Covid, ils n'ont pas pu, ils sont restés comme tout le monde, ils sont restés isolés. Donc ils n'ont pas pu partir. Et est-ce qu'on pourrait demander aux médecins généralistes, en fait, c'est une proposition qui court, de faire, entre guillemets, leur tour de garde à l'hôpital, de venir en renfort des services et des personnels hospitaliers? Moi, je propose de créer des équipes mobiles. Mais si vous me permettez, je crois que le président de la République a proposé, et ça va dans le bon sens, un pacte entre la médecine de ville et l'hôpital. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut, Madame Porte l'a dit tout à l'heure, que les hôpitaux soient plus la décharge de la médecine de ville. Il faut une médecine de ville nourrie, avec beaucoup de médecins. Il faut attirer des médecins. Mais on a parlé de l'hôpital, et si vous me permettez, on n'a pas parlé des personnes âgées et des EHPAD. On a 16 EHPAD dans notre circonscription. Prendre soin de nos aînés, c'est important. Et là, le gouvernement a proposé de rénover plus de 25% des places dans les EHPAD. Et moi, député, si je puis dire, je veillerai à ce que ces investissements aillent dans la circonscription du Calvados, car nos EHPAD, il y en a qui ont été rénovés, un récemment près de Falaise, mais il faut que nos 16 EHPAD dans notre circonscription puissent être aussi modernisés. C'est pas uniquement la compétence de l'État, hein, c'est aussi la compétence des départements qui participent au financement. Martine Wilbert, on a envie de vous entendre aussi sur ces points. Qu'est-ce qu'on fait demain pour rendre peut-être l'hôpital plus attractif? Les EHPAD, l'accompagnement de nos aînés. Quelles sont les positions du Rassemblement national? Et vous, demain, député à l'Assemblée nationale, vous défendez quoi? Ça, investir, créer des urgences gériatriques dédiées à nos aînés, ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, quand on parle... je précise simplement oui. que vous travaillez dans le médical. Oui, c'est ça. Vous êtes assistante médicale, hein? Oui. Toujours en activité. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, le personnel soignant est, pour moi, maltraité. Il n'est pas assez... ils sont pas assez valorisés par rapport au travail qu'ils font. Mais il y a comment les un manque d'effectifs. C'est juste par les salaires, c'est quoi? Les salaires, c'est pas assez, ils sont pas assez payés. Il y a un manque d'effectifs important. Ouais. Donc c'est réduit. Il y a un manque de formation aussi au niveau des infirmières. Par exemple, je prends l'exemple pour former une infirmière en réa. Il faut un certain temps, donc il y a un manque de formation. Il faut mettre des moyens supplémentaires. Je pense aussi qu'il faudrait plus, on va dire, travailler en coordination avec les médecins qui sont sur le terrain, enfin qui travaillent, et l'administratif, de manière à pouvoir vraiment connaître leurs besoins réels. Quoi. On a parlé de la santé, c'est du service public, la santé. On voit que dans ces zones plus excentrées, ces services publics disparaissent les uns après les autres. Pas facile de prendre un rendez-vous, et notamment pour les personnes âgées. On en parlait à l'instant. Si on veut avoir un rendez-vous avec un percepteur, ça c'est plus possible. Il faut aller sur Internet, taper 1, taper 2, taper 3. Et il manque ce service public qu'on a connu par le passé. Est-ce qu'on restaure ça, justement? Alors, on l'a fait avec la région et le département. Il faut le dire aussi, il y a des maisons France Service. Et c'est important, il y en a 9 dans notre circonscription. Des points Info 14, à Point Info l'initiative 14, du département du aujourd'hui, Calvados. Des maisons France Service, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à moins de 30 minutes de chez soi, on a accès au service des impôts, à la CAF, à l'assurance maladie. Il faut recréer ces maisons des services, il faut ramener les services publics au cœur de nos territoires et de nos communes rurales, c'est essentiel. On les remet parce qu'ils ont disparu. Non, on les a amplifiés. Madame Porte l'a dit. Il faut y aller dans ces services. Il faut y aller. Et on revient au problème initial de départ et le problème des transports en commun pour que les gens puissent se déplacer, le problème de l'éloignement, le problème du carburant. Donc cette situation-là, cette solution-là n'est pas actuellement, vu les conditions actuelles, n'est pas du tout viable, je dirais, pour les gens qui habitent à la campagne. Mais quand je disais que les gens étaient un peu perdus, qu'ils n'avaient pas les informations, on est en pleine période de déclaration d'impôts, de revenus.
Comment on fait? Parce que ces sites internet avec une voix, un répondeur au téléphone, il y a plein de gens qui ne savent pas comment ça marche. Donc la solution, c'est de relocaliser des emplois et des services publics. Il faut trouver le moyen de rapprocher les services publics. Donc on peut étudier pas mal de choses différentes. Et les gens vous le disent, il y a des canuts sur le terrain, on se sent un peu justement... on parle... C'est notre thème justement ce soir, celui du déclassement, le sentiment d'être un peu un citoyen de second plan finalement. Est-ce que les gens vous en parlent, vous disent voilà, je me sens un peu éloigné de tout ça? Complètement. Je vais vous donner un exemple. Ma commune de Courtenay-deux-Églises, il n'y a plus rien, il reste encore une école, bien sûr, une école avec 2 classes. Hein. Mais actuellement, il n'y a même plus de commerce. Il y a un commerce qui va rouvrir et il va y avoir un point poste qui va être... les gens sont très contents déjà d'avoir cette proximité qui va se rapprocher. Donc, à mon avis, il y a à nouveau des points... il faut rapprocher un peu tous ces services. Nathalie Porte... on a trop accentué sur le côté numérique. Et aujourd'hui, on a une fracture numérique qui entraîne une fracture sociale. Et le fait d'avoir fermé des services publics dès 2017, notamment la trésorerie de Saint-Pierre-sur-Dive, Mésidon aussi est concernée, on a un impact ici aujourd'hui. Alors, certaines choses vont dans le bon sens. Ce sont des mesures qui ont un but que l'on peut comprendre. Mais ça va trop vite. On n'accompagne pas suffisamment nos concitoyens. Même dans le numérique, on ne les accompagne pas. On n'a pas du réseau partout. On a des endroits en zone blanche, aussi bien par le hertzien que par l'Internet. Vous êtes d'accord avec ce point, Martine Villemet? Il faut accompagner parfois, vous le ressentez également? Ah oui, tout à fait. Il y a moi, je parle pour moi. On est très mal, au niveau de la connexion, on est très mal connecté. Et c'est vrai que, bon, il y a quand même la commune où j'habite, je parle pour la commune où j'habite, il y a des personnes âgées qui ne savent pas, qui n'ont pas Internet, qui ne savent pas. Donc, c'est important. Âgés, hein. Qui l'ont pas et même qui ne savent pas. Qui ne l'ont pas et qui ne sont pas formés pour. Ils ne savent pas. Alors, demain, vous, députés, vous proposez justement d'éduquer ces habitants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible. Hein, pourquoi pas? Genre des sessions. Pourquoi pas? Bon, mais faut savoir que c'est quand même une génération qui a du mal sur le plan technologique, qui a du mal à. Pas que les anciens. S'adapter, effectivement. C'est compliqué pour eux. C'est pas simple parfois pour tout le monde, effectivement. Merci à vous. On suivra. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat sur cette circonscription du Calvados, cette 3e circonscription Lisieux-Falaise. On vous retrouvera dans moins d'un mois maintenant pour les résultats de ce premier tour des législatives. À très vite. On va continuer notre émission et on va accueillir d'autres candidats. 3 autres candidats qui se présentent sur cette circonscription du Calvados. À tout de suite. Merci à vous. Voilà, tout ça se passe en direct. Notre émission spéciale législative se poursuit. Émission réalisée en partenariat avec France Bleu Normandie. Je rappelle les enjeux sur cette circonscription qui est détenue par les Républicains de la députée sortante Nathalie Porte qui remet son mandat au jeu. C'est aussi une circonscription qui a placé Marine Le Pen en tête lors de la présidentielle. Nous a rejoint sur ce plateau Édouard Fauvage. Bonsoir, vous avez 31 ans, vous vous présentez sous l'étiquette du parti Reconquête. Vous êtes officier de marine. À nos côtés également Steven Mafiodo, candidat pour Debout la France. Vous avez 29 ans, vous exercez la profession de clerc de notaire. Bonsoir. D'huissier, excusez-moi. D'huissier, pardon. Eh bien, on corrige, d'huissier. Et enfin, Michel Langevin, bonsoir, vous êtes candidat de lutte ouvrière pour la 3e fois, vous avez 61 ans, oui. Vous avez exercé le métier d'enseignant dans la commune de Falaise. En une phrase, pour commencer, j'aimerais savoir ce qui vous pousse à vous présenter les uns et les autres dans cette circonscription. Édouard Fauvage, on a noté que vous étiez militaire, et un militaire qui se présente à des élections, c'est rare, vous êtes le 3e depuis la 5e République. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce pas ? Écoutez, moi, ce qui m'a touché dans la candidature d'Éric Zemmour, c'était le désintéressement. C'est le quotidien de mon travail, le service des Français d'une manière apartisane. Et j'ai retrouvé dans sa candidature cette espèce de noblesse de l'engagement, cette volonté de servir de manière sincère,
par amour total pour la France. Et je pense que c'est ce que les Français veulent retrouver, puisqu'on sait qu'il y a une abstention qui est massive, beaucoup de langue de bois, une désaffection générale de la politique de la part des concitoyens. Et j'ai envie d'incarner ce changement de paradigme, ce changement de modèle que porte Éric Zemmour. Avec nous également Steven Mafiodo, candidat pour Debout la France. Vous étiez candidat déjà il y a 5 ans, 1,6% à l'époque, pour poser la question très directement. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous ferez mieux cette fois-ci ? Le contexte est très différent, et puis je suis aussi mieux préparé. On peut dire les choses. Il y a 5 ans, c'était ma première campagne législative. Donc voilà, le temps d'aller sur le terrain et autres, on évolue. Et puis je pense vraiment le contexte politique est très différent, plus ouvert. J'avais l'espoir qu'en entendant mes camarades de Reconquête et du Rassemblement national, il y avait moyen de faire une belle alliance. À gauche, ils ont eu l'intelligence de le faire. Nos appareils nationaux, malheureusement, n'en ont pas été capables. Donc, j'espère tout de même que les électeurs qui ont fait barrage à Emmanuel Macron au 2e tour sauront voir d'entre nous 3 qui aura le meilleur programme. Et c'est pour ça que je me présente. Alors avec nous, entre vous 3 et puis entre vous 8, puisque vous êtes 8 sur la ligne de départ pour ce premier tour des législatives sur cette 3e circonscription du Calvados. Avec nous également Michel Langevin. Je le disais, vous êtes candidat sur cette circonscription pour la 3e fois. Et vous dites en fait très clairement, moi j'y vais pas pour être élu. Non, d'abord... C'est étrange, non ? Oui, mais non, c'est pas étrange parce que les élections législatives, c'est un moment où dans ce pays, on fait un peu plus de politique. Donc nous, on en profite. Notre but, c'est de faire avancer nos idées et d'être dans la continuité du programme de Nathalie Arthaud qu'elle a défendu lors des présidentielles. C'est donc de préparer le tour suivant qui inévitablement va arriver. Organiser les travailleurs. Moi, j'ai cru que le tour suivant, c'était déjà celui-là. On parle du 3e tour. On n'a pas fini la saison électorale. Il y a 2 tours et 4 tours. Enfin, pour nous, il y en a un peu moins d'ailleurs. Donc, mais c'est pas très grave. Il y aura inévitablement, on l'appelle comme ça, c'est la formule choisie, il y aura un tour social. Je ne sais pas quelle forme il va prendre, d'où il va partir. En tous les cas, nous, on y sera pour faire avancer nos idées. Alors, il y a quelques minutes pour poursuivre justement cet échange et faire avancer vos idées. Vous allez nous dire ce que vous nous proposez pour cette circonscription. Il y a quelques minutes, on a évoqué ces attentes de la population également déclassée qui n'a pas forcément accès, on le disait, aux services publics, aux services de santé, aux médecins traitants. Qu'est-ce que l'on fait ? Steven Mafiodo, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ? Alors, je peux très bien leur proposer ce que je propose pour moi-même, parce qu'en fait, je suis concerné moi-même par la plupart de ces problèmes. J'habite un petit village auquel je rends hommage qui s'appelle le Ménil-Germain, et j'ai les mêmes problèmes que la majeure partie des habitants de cette circonscription, qui est principalement rurale. Bien sûr, je n'oppose pas à ruralité, il y a la Lisieux-Falaise, entre autres. Mais impossible d'avoir du réseau téléphonique ici. En 2022, ce n'est pas acceptable. Donc déjà, pour cette proposition-là, je pense qu'à un moment, il faut être ferme avec les opérateurs téléphoniques. Je propose, ce sera discuté si ça peut être moins coercitif, mais je propose une taxe zone blanche. Autrement dit, les opérateurs qui ne s'installent pas dans des zones où il y a une certaine quantité de population et où il n'est toujours pas possible d'avoir du réseau seront taxés jusqu'au jour. Parce que c'est moins compliqué avec le télétravail aujourd'hui qui se développe, parfois les enfants à la maison, 1 ou 2. Exactement, aujourd'hui on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de réseau téléphonique. Le travail, on en parlera après je pense, mais rien que pour avoir du travail, si vous ne pouvez pas avoir de réseau téléphonique, un employeur sur votre CV, il voit que vous habitez en zone rurale, il peut très bien vous rejeter pour ça. Édouard Fauvage, on parlait justement du pouvoir d'achat, on est allé après vers les lignes téléphoniques, la 5G, etc. Qu'est-ce qu'on fait en pouvoir d'achat ? C'est la question numéro 1 des Français, des gens de la circonscription. Oui, je pense que c'est vraiment la préoccupation principale et qui s'entend, puisqu'on a presque 8% d'inflation peut-être en prévision sur l'année. 8% d'inflation, ça représente un salaire mensuel de dépenser supplémentaires sur l'année pour obtenir les mêmes biens qu'on achète sur l'année précédente. Alors comme la France Insoumise, vous demandez un SMIC à 1 500 €? Non, en revanche, je pense qu'il faut baisser de 7 points la CSG qui permettrait d'économiser sur l'année un SMIC pour les Français. Ça, c'est une mesure forte que nous proposons. Je pense également qu'il faut permettre dans nos ruralités aux employeurs de prendre en charge 50% des frais kilométriques, défiscalisés ensuite pour eux, et voilà, donner une incitation à l'embauche locale par, notamment pour les PME, une baisse des charges patronales, des cotisations salariales pour recréer un tissu entre le patron et le salarié dans nos communes, dans nos provinces. Michel Langevin, la solution, elle passe par quoi justement ? On a beaucoup parlé tout à l'heure d'attractivité de cette circonscription. On a du mal à faire venir des jeunes diplômés.
on a 8% de cadres, on a 40%, près de 40%, entre 30 et 40% d'ouvriers. Comment on fait justement pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée? On est de Être toute attractif, façon, certes. nous déjà, si vous voulez, il y a deux problèmes urgents pour la population actuellement, et pas seulement dans cette circonscription, dans toute la France. Nous, on voit les choses comme ça, au moins à l'échelle nationale et bien au-delà. C'est pas compliqué. Il y a deux urgences. Il n'y a que deux choses qui préoccupent les gens tout de suite à l'heure qu'il est. C'est le pouvoir d'achat. C'est comment je fais demain, dans les semaines à venir, dans les mois à venir pour vivre. Et il n'y a pas 36 solutions. Alors effectivement, il y a le blocage des prix, mais il y a également l'indexation des salaires sur les prix. Et surtout, il faut y aller, c'est le rapport de force. Et ce n'est pas l'objet de ces législatives, c'est l'objet du temps. Enfin, ce soir, c'est l'objet, ce sont les législatives. Oui, d'accord, mais non, Même si vous êtes candidat sans ambition d'être élu. Mais il y aura forcément un autre temps où seul le rapport de force va nous permettre d'exiger... Et pour obtenir quoi, alors, ce rapport de force? 2 000 euros. 2 000 euros, c'est pas Lutte ouvrière qui a fait ces calculs-là. Tout le monde reconnaît que pour vivre décemment, il y a eu des enquêtes qui ont été faites qui montrent qu'il faut 2 000 euros pour vivre décemment. C'est-à-dire pour dire, je travaille pas pour rien, quoi. Je veux dire, voilà. Et quand je dis 2 000 euros, c'est pour les pensions de retraite, c'est pour les travailleurs handicapés. Parce que les travailleurs handicapés, mine de rien, par exemple, quand ils payent un loyer, ils payent plein pot. Mais par contre, on les paye moins parce qu'ils sont allocation travailleurs handicapés. Il y a franchement des choses à remettre en cause au niveau national, mais par le rapport de force. Stephen Maffiodo, en ce moment, cette semaine particulièrement, on a vu les prix des carburants remonter. Alors, certes, le gouvernement a fait un effort de 18 centimes pour accompagner les Français, mais demain, comment on fait? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'on pérennise cette aide ou est-ce qu'on bloque le prix des carburants? La France Insoumise disait tout à l'heure, il faut 1,40 €. Vous êtes d'accord avec ça, justement? Il faut bloquer Il faut un juste milieu, c'est-à-dire qu'1,40 €, malheureusement, c'est un peu trop démagogique. Si on baisse beaucoup trop les prix, l'État n'a plus de recettes. Moi, j'ai deux propositions plus intermédiaires, car en effet, le gouvernement ne va pas assez loin. 18 centimes, si les prix continuent de bouger, ça n'aura aucun impact s'ils continuent d'augmenter. Donc, l'une de mes propositions, qui est permanente, c'est de supprimer la TVA purement sur la TICPE, la fameuse taxe sur les produits énergétiques, dont les produits pétroliers. En supprimant cette TVA, on enlève une taxe sur une taxe, ce qui me paraît juste de toute manière. L'autre mesure, qui elle, en revanche, doit être transitoire, car sur le long terme, l'État n'y survivra pas, mais c'est de bloquer en effet les prix, mais à 1,70 €, cela me semble plus raisonnable. Le temps que la crise ukrainienne ou les chocs pétroliers durent. Édouard Fauvage, vous êtes d'accord avec ça? Alors justement, j'allais y venir. En fait, le nœud du problème, c'est cette crise ukrainienne. Et justement, en tant que militaire, je peux témoigner de l'horreur de ce que peut représenter une guerre, et c'est absolument ce que j'ai envie d'éviter pour mon pays. Les Français le payent cash, si j'ose dire, puisqu'on parle déjà de l'eau-venlée des prix de l'essence, des produits de première nécessité. Tant qu'on ne prend pas le problème à la racine, c'est-à-dire trouver une voie pacifique, eh bien moi c'est ce que j'aimerais faire au sein de l'Assemblée nationale pour conseiller le gouvernement ainsi que mes collègues pour trouver une solution définitive à ce sujet et sortir de l'engrenage de la hausse des prix. On est d'accord sur ce point pour en sortir, mais du coup, si cette guerre doit durer encore des semaines, voire des mois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous préconisez face au coût de l'énergie, que ce soit le carburant ou pour se chauffer tout simplement? La mesure d'urgence, évidemment, c'est bloquer les prix. Nous proposons à ce que ce soit 1,80 € le litre, mais ça ne peut pas être pérenne. Donc la solution de fond, je vous l'ai évoquée. Pour le reste, évidemment, il faut réinjecter de l'économie dans nos provinces, s'assurer qu'il y ait des services publics qui soient proches, favoriser également les retraites, rendre de l'argent aux Français par une baisse massive des impôts. Et là, tous les produits seront plus accessibles. Sur les services publics, on a parlé de la santé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous proposez? On voit que c'est difficile de trouver un médecin traitant, qu'il y a des services hospitaliers qui ferment par moment, des services d'urgence notamment. De manière très concrète, pour la circonscription qui nous intéresse, je pense qu'il faut absolument rouvrir la maternité de Falaise et pourquoi pas réhabiliter la gare de Couliboeuf qui permettrait aux Falaisiens d'ensuite de se rendre vers Lisieux ou vers Caen pour travailler. Donc il faut une proximité. Falaise qui est fermée depuis 2015. Tout à fait, bien sûr. Ça fait 7 ans. Est-ce qu'on peut rouvrir une maternité fermée depuis aussi? Oui, mais en fait, on peut salarier 1000 médecins pendant 5 ans dans nos campagnes. C'est ce que nous proposons. Lancer également un grand plan blanc de 40 000 aides-soignants, infirmiers pour les campagnes, avec la nécessité d'avoir ces services publics qui reviennent dans la ruralité. Michel, pardon. Simplement, voilà, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
On ouvre la maternité, on défend les services. Le problème est que publics, ce les n'est pas, hôpitaux. ce n'est pas dans le pouvoir du député de rouvrir un... Alors il peut bien sûr être présent, il peut avoir un impact, mais on n'est pas dans le pouvoir du député, on est sur la région, notamment je pense à la gare de Couliboeuf. J'aimerais, comme M. Fauvage, qu'on puisse rouvrir une gare. Le problème est que cette gare était fermée parce qu'elle manquait de fréquentation. Donc le problème est plutôt ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut rendre attractifs les gares. Et là, c'est plutôt au niveau de la SNCF, où on peut proposer des lois. Mais sur les services hospitaliers, ça, effectivement, ça peut être de la compétence de l'État, de l'Agence régionale de santé, et donc du député que vous serez peut-être, si vous êtes... Tout à fait. Faire voter une loi notamment pour revaloriser le salaire des aides-soignants, qui est quand même un métier d'exception, on l'a vu avec cette crise sanitaire. Il faut améliorer leur situation. Michel Langevin, sur J'aimerais juste revenir sur ce que vient de dire M. Maffiodo. Le politique et le député est tout à fait capable. En fait, en lançant une loi qui indiquerait, par exemple, que pour les communes de plus de 5000 habitants, vous devez avoir un lien vers la métropole locale ou centrale par des services publics, ça peut permettre de relancer des gares. Et pour les maternités, la même chose. Une commune de plus de X milliers d'habitants doit avoir des services publics. Et la région a toujours son mot à dire. Très rapidement vous entendre sur ce point. 30 secondes. Voilà, sur la santé, qu'est-ce qu'on fait? Sur la santé, je vous ai entendu tout à l'heure, il y a quelque chose, c'est juste, il n'y a pas que ça, évidemment, il faut recréer de l'emploi, augmenter les salaires également, avoir des conditions dignes. Il faut arrêter que les hôpitaux soient étranglés par les banques, parce que maintenant, quand les hôpitaux veulent fonctionner, ils ont recours aux banques, et quand on a recours à une banque, évidemment, il y a des intérêts en jeu, il y a donc de l'argent public qui ne va pas là où il doit aller, quoi, voilà. Et oui, mais ça Par sera contre, peut-être entendu. intégrer les médecins généralistes et les faire participer, tant mieux. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. On attendra le verdict des urnes pour ce premier tour le 12 juin. Avant de se quitter, petit rappel de ceux qui se présentent dans cette circonscription du Calvados, la 3e, avec Mathilde Brazeau. Les candidats dans la 3e circonscription du Calvados sont Didier Canu pour la France Insoumise, Édouard Fauvage, Reconquête, Johan Guzman-Vélez pour le Parti animaliste, Michel Langevin, Lutte ouvrière, Steven Maffiodo pour Debout la France, Jérémy Patrier-Létus pour Horizon, Nathalie Porte, Les Républicains, Martine Villemay pour le Rassemblement national. Voilà, liste des candidats connus à ce jour, puisque le dépôt des candidatures est autorisé jusqu'à vendredi 18h. C'est la fin de ce premier débat consacré à cette 3e circonscription du Calvados. Merci Philippe. Merci. On se retrouvera la semaine prochaine pour une autre aventure, à savoir une circonscription dans l'Orne, celle d'Alençon. Bonne soirée sur la 3. Merci à tous les trois et à très vite. Merci à vous.